Pour commencer cette série consacrée aux champions du monde et cette première partie consacrée aux champions du monde officieux, je vais vous présenter François-André Danican Philidor, dit Philidor, qui est donc le plus fort joueur de son temps, donc qui est considéré, disons, comme champion du monde officieux, parce qu'il n'y avait pas de championnat du monde à l'époque, mais qui a disputé un match en 1747 contre Philippe Stama, qui était à Londres, qui était syrien mais vivant à Londres, et il le bat 8-2, et c'est, disons, ce point de départ, on va dire, qu'on peut considérer comme son titre de champion du monde officieux. Mais non seulement c'est un champion du monde officieux, mais peut-être c'est le plus fort joueur français de tous les temps, voire peut-être le plus fort joueur de tous les temps. Alors évidemment, c'est toujours une provocation, hein, de dire que tel ou tel joueur est le plus fort de tous les temps. Euh, Parce que ben voilà, on compare des époques différentes, des contextes extrêmement différents, de même que dans tous les sports, hein. Voilà, est-ce que Pelé est plus fort que Maradona ou plus fort que Messi? C'est toujours difficile de répondre avec certitude à ce genre de questions, hein. C'est complètement indécidable. Mais quand même, Philidor est un joueur qui peut intégrer le panthéon des plus forts joueurs de tous les temps, ou des candidats possibles au titre de meilleur joueur de tous les temps, et ce pour deux raisons. La première raison, c'est que bon bah il devient le meilleur joueur de son temps en battant le plus fort adversaire qu'il avait, mais surtout c'est un joueur qui a qui battait très facilement tous ses adversaires, euh, qui avait une maîtrise vraiment très supérieure, hein, sur ses adversaires, puisqu'il les a tous battus en leur donnant euh, des avantages du trait. Donc ses adversaires commençaient, voire pouvaient jouer plusieurs coups de suite, où il leur donnait un pion d'avance ou un cavalier d'avance, ou lorsque il n'y avait pas ce genre de choses, il leur donnait l'avantage donc du trait, donc ils commençaient, et en plus jouait la partie en simultané ou à l'aveugle ou les deux. Donc évidemment là on est sur un niveau de maîtrise qui est par rapport à ses adversaires, hein, de l'époque, hein, qui est très très au-delà, hein, évidemment. Euh, on ne pourrait pas imaginer cela aujourd'hui, hein, dans les championnats euh, actuels. Finalement, on peut pas avoir voilà, un champion du monde qui aurait une telle domination, ça n'existe pas, quand bien même aujourd'hui on a avec Magnus Carlsen un champion du monde qui domine véritablement la discipline, mais quand même, voilà, on n'atteint pas ce niveau de domination. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que Philidor a apporté aux échecs beaucoup plus que de simples parties gagnées. Il a apporté aussi, euh, disons, des nouvelles manières de jouer, des avancées théoriques. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les très grands champions, ceux qui peuvent justement prétendre à ce titre de plus fort joueur de tous les temps. Capablanca, par exemple, on ne joue plus après Capablanca de la même manière qu'on jouait avant Capablanca. On peut dire la même chose de Kasparov, par exemple. Et donc, là, vraiment, Philidor est quelqu'un qui va apporter en matière théorique des choses extrêmement importantes. Il va le faire notamment, hein, dans un livre qui s'appelle L'analyse du jeu d'échecs, hein, de Philidor. C'est un livre de 1777. Bon, en réalité, il y a une première version en 1749, mais qui a été complétée en 1777. Dans cet ouvrage, on va retrouver des parties complètes qui sont des parties d'analyse où Philidor explique comment il aurait fallu jouer, et il y a aussi des analyses de finale dont certaines sont très célèbres, et j'y reviendrai. Donc là, ce livre, vous pouvez le trouver sur Internet, mais de manière totalement illisible, parce que la manière dont comment dirais-je, dont on représentait les parties d'échecs, dont on notait les coups, a complètement, disons, évolué, changé,
Et aujourd'hui, on ne comprend absolument rien au texte initial de Philidor, mais heureusement, il existe une édition assez remarquable hein, de ce livre, Analyse du jeu d'échecs, qui est aux éditions Château-Runga. Et donc, il y a eu un travail d'adaptation qui a été fait par Stéphane Laborde. Alors, Stéphane Laborde est un joueur connu, hein, enfin, il est très connu des joueurs d'échecs, surtout anciens, puisque c'est Diagonal TV, et c'est un passeur du jeu d'échecs vraiment très important et fort joueur lui-même. Et donc, Stéphane Laborde a fait tout un travail assez remarquable de justement d'adaptation du texte qui fait qu'il est complètement lisible hein, dans cette édition et vraiment très voilà tout à fait passionnant à lire parce que on voit justement une manière, un style de jeu et un apport au jeu d'échecs. Alors il y a deux apports disons que l'on va retrouver, hein, c'est l'apport au niveau des finales. Donc là, vous voyez par exemple une position qui est une position connue aujourd'hui, hein, que tous les jeunes joueurs d'échecs apprennent en club, qui est la position dite de Philidor. C'est une position théorique à connaître absolument, hein, c'est une position dans laquelle les noirs doivent être capables d'annuler la partie. Euh, et Philidor explique hein, que comment on peut le faire. Alors bon, les blancs à un moment donné, s'ils veulent progresser, vont devoir avancer leur pion, et là la tour noire va aller sur la première rangée, et ensuite elle pourra faire des échecs successifs, et les blancs ne pourront plus avancer. Donc ça, cette manière de jouer, cette position, c'est Philidor qui l'a découvert. Il a découvert aussi d'autres finales hein, qui sont tout à fait emblématiques, même si celle-là est sûrement la plus connue de toutes, sachant que Philidor l'a fait évidemment hein, sans ordinateur, sans les documents que l'on a aujourd'hui. Donc tout a été fait à partir de ses propres analyses, et ça c'est remarquable. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, on sait si une position est gagnante ou pas, et après, on n'a plus qu'à reconstituer les choses, voire même à simplement regarder l'ordinateur les reconstituer pour nous. Évidemment, ça n'était pas possible au temps de Philidor, qui est parti de zéro pour construire seul. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc le deuxième apport théorique, outre les finales, hein, c'est donc son analyse des positions dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc son apport sur les échecs, et notamment un principe, une sentence hein, qui est très connue de sa part, qui est les pions sont l'âme des échecs. Alors, la formule exacte, hein, je vais la lire. Mon but principal est de me rendre recommandable par une nouveauté dont personne ne s'est avisé ou peut-être n'a été capable, c'est celle de bien jouer avec les pions. Ils sont l'âme des échecs, ce sont eux seulement qui forment l'attaque et la défense, et de leur bon ou mauvais arrangement dépend entièrement le gain ou la perte de la partie. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on sait l'importance de la structure de pions aux échecs. Il y a de nombreux ouvrages hein, de référence sur les structures de pions aux échecs. On sait que on va avoir des structures de pions, par exemple la structure Carlsbad ou la structure pion isolé, qui vont nous amener à une manière de jouer. Et ben ça, c'est quelque chose dont personne n'avait eu conscience avant Philidor, et c'est Philidor qui va le découvrir, qui va comprendre finalement que le pion qui autrefois était juste vu comme ce truc qu'on sacrifiait, était au contraire tout à fait fondamental dans le jeu. Et pour, disons, bien illustrer cet apport de Philidor dans le jeu d'échecs, je vais vous montrer une partie qui précisément n'est pas de Philidor, puisqu'elle est bien plus ancienne. Hein. C'est une partie de Ruy Lopez hein, contre Leonardo Giovanni da Cutri, une partie de 1560. Et ce que je veux vous montrer avec cette partie, donc bien plus ancienne, hein, c'est la manière dont on jouait à l'origine aux échecs. Là, on va voir les blancs qui commencent donc Ruy Lopez. Ruy Lopez est connu pour cette défense Ruy Lopez, hein, la défense espagnole. Donc là, il joue E4, il joue le gambier-roi, il développe ses pièces hein, tout naturellement. Et ensuite, vous voyez, on commence à sacrifier le cavalier, puis on arrive avec la dame en E6.
qui oblige la dame noire à se mettre en vis-à-vis, puis à revenir en D8, puis on a cavalier F7 qui va gagner la tour, puisque on a une fourchette. Alors, vous voyez, ça c'est une partie qui dure en 12 coups. Tout de suite, on a de l'attaque, on a de l'agressivité. Donc ça, c'est la manière dont on jouait avant Philidor. Et Philidor est quelqu'un qui justement a joué d'une manière différente, qui a compris que le jeu ne se limitait pas à ce style d'attaque très très puissant, d'autant que la difficulté en fait de, de ces parties à cet âge dit romantique, c'est que l'art de l'attaque qui était certes très puissant, mais l'art de la défense ne l'était pas tellement. Donc aujourd'hui, quand on regarde des parties de cette époque, on voit très bien qu'un joueur moderne, disons au niveau grand maître, voire maître, saurait tout à fait se défendre et trouver des solutions justement contre ces attaques très puissantes. D'ailleurs, le gambier roi n'est plus une ouverture fondamentalement utilisée à haut niveau et qui est considérée comme, disons, plutôt réfutée. Euh, donc le Philidor, lui, va jouer de manière tout autre. Et on va voir ensemble une partie. Alors au départ, j'aurais pu prendre une partie tirée du livre de Philidor, mais Philidor dans ce livre crée des variantes. En fait, c'est de fausses parties où il essaye d'analyser des parties qui pourraient avoir lieu pour montrer comment on doit jouer. J'ai préféré prendre une vraie partie, même si c'est toujours très frustrant de choisir une partie de Philidor parce que toutes ces parties, il les joue à handicap. Donc il donne des pions, des pièces, etc. Là j'ai trouvé une partie où le handicap était lié au fait que Philidor l'a joué en simultané, il jouait trois parties en même temps, et il l'a joué à l'aveugle. Et donc tout cela contre Hans Maurice von Brühl, qui est un des meilleurs joueurs de l'époque. Donc c'est voilà un des meilleurs joueurs du monde, mais Philidor est tellement plus fort que il l'affronte à cette condition vraiment très désavantageuses. Et pourtant, alors là je brise tout de suite le suspense, et pourtant Philidor a gagné. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment il a gagné, et justement comment il a utilisé ses principes. C'est-à-dire qu'évidemment aujourd'hui, on jouerait peut-être pas forcément de la même manière. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Philidor joue d'une manière qui illustre ses principes. Alors parfois peut-être qu'on montre une certaine limite parce qu'on a progressé évidemment dans le jeu puisque chaque grand champion du monde successif a apporté des petites choses voire des grandes choses. Mais en tout cas là on voit la manière dont il joue et la manière dont il applique ses principes. Ici donc Hans Maurice von Brühl joue E4 donc E5. Il faut savoir que c'est une réponse assez classique chez Philidor, puisqu'il est connu aussi pour la défense Philidor. Après cavalier F3, il jouait D6, qui est une position qu'on peut tout à fait jouer encore aujourd'hui, même si elle est considérée comme moins bonne que cavalier C6. Mais quand même, elle est recommandée, y compris par de forts joueurs comme Christian Bauer, notamment en France. Donc fou, donc début du fou, fou C4, C6, alors ça c'est un coup qui peut nous troubler aujourd'hui. En fait il est lié à la conception de Philidor. Philidor considère que les pions doivent être développés, enfin que les cavaliers doivent être développés derrière les pions plutôt que devant. D'où ce coup. Donc Dame 2 qui est un coup qui à l'époque est théorique en fait. L'idée c'est de provoquer un vis-à-vis avec le roi en E8. Donc, on voit la partie qui continue, et là F5. Après F5, la position est plutôt agréable à jouer pour les noirs, qui auraient, disons, peut-être pu jouer D4, qui contestait le centre et qui aurait été plus logique, que D3, le coup qui a été joué dans la partie, cavalier F6, pion prend, fou prend, et là, on a une position qui est assez agréable pour les noirs. Les blancs jouent D4 et les noirs jouent E4. Ils ont ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un pion bien placé au centre de la position, une meilleure structure de pion. Et après fou G5
D5, on voit que la structure de pion, le contrôle du centre, c'est vraiment, disons, à l'avantage de Philidor. Donc on voit l'évolution, donc là on a un développement des pièces petit à petit, hein. Voilà, H6, fou E3 et cavalier enfin non, pardon, dame en E7. Et là, on voit que la position du cavalier n'est pas très très bonne. Et ça n'est pas du tout évident de le jouer. Là, les blancs vont jouer F4. Alors le coup F4 n'est pas simplement de, disons, de reprendre cavalier prend F3 si le pion prend, en passant, puisque en réalité, ils ne le feront pas. Mais l'idée, c'est de pouvoir jouer Dame F2 et Cavalier E2. C'est ce qu'explique très bien Étienne Munch dans Europe Échec. Étienne Munch qui analyse cette partie pour Europe Échec et qui montre justement voilà, cette intention des Blancs. Et après F4, là on a H5. H5 qui vise à prévenir G4, donc là on a un coup qui, disons, est assez prophylactique, on a une manière de jouer qui empêche l'adversaire de se déployer. Et donc là on voit la suite de la partie, donc Dame F2 est joué, hein, donc le rappel du plan, hein, le but c'est de rejouer ensuite le cavalier en E2, ce qui va être fait d'ailleurs après petit roc, cavalier E2. Là, les noirs jouent B5. L'idée de B5, c'est pas seulement d'occuper de l'espace, mais c'est surtout de pouvoir fixer la case C4 pour le cavalier, ce qui va se passer ici. Donc là, les blancs jouent cavalier G3 qui menace le fou. Et là, au lieu de partir avec le fou et de permettre l'avancée du pion, les noirs décident d'empêcher tout contre-jeu en jouant G6, hein, ce qui est une très bonne idée et qui est très caractéristique du style de Philidor. Donc tour C1, cavalier C4, et après l'échange du cavalier contre le fou, ce qui est le coup des blancs, mais qui est peut-être pas une très bonne idée parce que le cavalier finalement était plus, disons, puissant dans la partie que ce fou qui ne bougeait pas. Là, on va avoir pion prend F5 et là, on va avoir une triade de pions F5, E4, D5 qui vont avoir une importance vraiment dans la suite de la partie. Ici, les blancs décident de jouer Dame G3, qui est un coup auquel on peut répondre de deux manières. On peut répondre en jouant Roi H7, qui n'est pas du tout absurde, hein, et après vous prenez C4, la dame ici, et on a une position qui est, ma foi, tout à fait intéressante, mais ça n'est pas le choix que va faire Philidor, puisque lui, il va jouer Dame H7 et permettre l'échange des dames. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il a une meilleure position. Et que du coup on simplifie la position pour éviter tout risque tactique, hein, comme le montre Juraj Nikolić dans un livre qui s'appelle L'héritage de Philidor, qui est très intéressant justement et qui montre des parties de l'époque, hein, et qui analyse alors en variante en tout cas cette position. Donc maintenant on va avoir le fou qui prend en C4, et là, bon, les noirs, donc Philidor, va jouer B prend C4. Alors B prend C4 n'est pas forcément un très bon coup en soi, c'est-à-dire que aujourd'hui, on jouerait plutôt D prend C4. L'idée c'est que on donne une magnifique case en D5 pour le cavalier, et là la position est très intéressante. Et comme le remarque Dorian Rogozenko dans Chessbase Magazine, hein, l'excellente revue Chessbase Magazine dans son numéro 200 qui consacre une analyse aussi à cette position. C'est une position qui est, enfin, c'est une partie, hein, qui est célèbre.
Donc là, on peut dire que Philidor fait preuve d'un certain dogmatisme. Le principe, c'est un bon principe, est toujours de prendre vers le centre. Donc il prend vers le centre. Euh, mais voilà, il aurait pu jouer de manière un peu moins dogmatique, justement, et de positionner un cavalier à un endroit rêvé. Donc il ne le fait pas, mais voilà, c'est plus qu'une erreur, hein, c'est une manifestation véritable de son style. Donc ensuite, tour A, B8. Euh, donc ici, on va avoir fou à 3 hein, qui est un coup très 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 fort, hein, qui empêche justement les blancs d'avoir un véritable contre-jeu. Et maintenant, après la prise, après tour B en C8, on propose l'échange des tours. Tour 1-1. Donc fou B4. Alors on aurait pu jouer aussi ici tour C1 et après tour prend C1, fou prend C1. On a une position qui est très puissante, mais donc là ça n'est pas le choix de Philidor qui veut rentrer justement dans le camp adverse avec tour C3 et après roi F2 tour D3. Tour A2 qui est le moyen de protéger le cavalier, fou prend. Alors fou prend, dame prend et tour prend pardon et tour prend B3. Alors on peut discuter hein, ce choix d'ailleurs de Philidor parce que finalement il échange un fou qui est quand même vraiment bien, qui est intéressant par rapport à un cavalier qui finalement n'est pas très bon. Euh, mais en même temps, et c'est ce que remarque Rogozenko, hein, Philidor obtient précisément le type de position qu'il cherchait à obtenir. Là, il a vraiment une position qui correspond à ce qu'il avait en tête. Et donc, quand on regarde ensuite, on voit donc l'évolution de la partie. Il y a un coup très intéressant qui est joué, hein, qui est H4. Et alors, évidemment, il y a d'autres coups hein, qui était possible par rapport à ça. Donc on avait notamment Roi F7, hein, qui est le coup préféré aujourd'hui par l'ordinateur et qui était aussi préféré par un auteur qui s'appelle Vukovic dans Les Rois sans couronne, justement qui parle des grands champions officieux des échecs, et qui donne un plan gagnant, hein, cavalier F6, cavalier D7, puis B6, puis C4. Voilà l'idée. Là, l'idée très très intéressante de Philidor est très différente, mais très intéressante, c'est H4. Et donc là, il y a un coup d'échec intermédiaire, puis la prise. Et là, la position des blancs est assez disloquée justement par rapport à la position des noirs. Et après cavalier H4, tour D7, on va avoir cavalier prend F4, donc avec une petite combinaison tactique qui rend la position encore plus difficile pour les blancs. Prend, tour et tour prend. Et là, on a une position qui est quand même très intéressante. On a deux pions passés liés, hein, F5 et E4. Et c'est ce qui va permettre aux noirs de gagner la position. Après échange, on va avoir euh, donc tour la tour en F3, puis la tour qui vient justement devant les pions pour pouvoir leur permettre d'avancer. Et là, on voit, disons, une tour en D3 qui est dans une position tout à fait intéressante, hein, voilà, puisque du coup, elle rend l'avance du pion blanc quasiment impossible, et on va avoir tout un travail euh, de la part de la part des pions noirs qui vont avancer et remporter la partie. Donc ici on a tour D2, roi F1, roi F7 qui permet aux noirs justement de participer aussi hein, à cette position. E3, H6. H6 est un mauvais coup en fait. En réalité, le dernier espoir pour les blancs était de jouer tour D7, échec, et après roi E6, tour D8, F3, tour E8, échec.
voilà, d'avancer de cette manière-là pour essayer de faire mieux. Après H6, il n'y a plus d'espoir puisque les noirs jouent F3, et là il n'y a plus de défense contre roi D1. Donc c'est une partie tout à fait remarquable, qui est très exemplaire du style de Philidor. Voilà, une victoire avec deux pions passés liés, et qui montre bien ce que Philidor a apporté aux échecs, donc à la fois une meilleure appréhension théorique, une reconnaissance de l'importance des pions, et puis aussi disons une certaine facilité en finale. Il n'a pas hésité à échanger les dames dans une position pour limiter les risques tactiques et pour gagner tout simplement.